Bienvenue Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour. D'abord, si vous permettez, ce qui se passe au Royaume-Uni, la défaite de Theresa May est en train de changer la donne en Europe. Elle avait la majorité absolue, elle en voulait davantage, elle n'a plus de majorité substantielle pour gouverner, pour négocier la sortie du Brexit. Est-ce que ça veut dire que la gourmandise est un vilain défaut ? D'abord, effectivement, il y a peut-être eu une preuve d'arrogance. La preuve en est, c'est que la décontraction, entre guillemets, avec laquelle elle a abordé cette campagne, elle n'a pas fait campagne, elle a refusé un débat, pensant que les choses étaient gagnées. M. Corbyn a fait exactement le contraire. Donc ça, c'est une première leçon. Et Daesh aussi a fait campagne. Et évidemment, le terrorisme et les suppressions d'effectifs qu'elle avait engendrées, et la politique conservateur qui crée aujourd'hui des souffrances sociales bien perçues par les Britanniques. La seconde leçon qui est extrêmement importante pour l'Europe, est-ce que c'est un message qu'adressent les Britanniques, et notamment les jeunes, de dire « mais nous ne voulons pas d'un anti-Brexit dur », y compris les propos de Mme Theresa May qui disait « je préfère une rupture du Brexit, même sans accord ». Et y compris proposant même la chaise vide. Je crois que les jeunes qui ont mis leur espérance dans l'Europe ont envoyé un message très fort. Et vous avez entendu, son autorité est atteinte dans son parti, dans son pays justement. On a l'impression que les anti-Brexit se sont exprimés. En tout cas, Theresa May voit elle croit qu'elle peut rester au 10 Downing Street. Écoutons-la. More than anything else, this country needs a period of stability. And if, as the indications have shown, and if this is correct, that the Conservative Party has won the most seats and probably the most votes, then it will be incumbent on us to ensure that we have that period of stability, and that is exactly what we will do. Elle avait la stabilité avec ces élections anticipées. Peut-être qu'elle provoque une crise. Quelles leçons vous retenez? Est-ce que d'abord, il faut savoir tenir compte de ses adversaires politiques, pas les mépriser, pas avoir cette arrogance dont vous parliez? Il faut toujours respecter l'électeur. Ne jamais croire qu'une victoire est assurée. Toujours le responsabiliser et être à son écoute. Et en même temps, faire campagne, montrer que l'on a envie de conquérir leur confiance, de la mériter et ensuite de la justifier. Vous voulez dire c'est ce que vous faites? La République en marche? Absolument. Vous savez, on nous annonce une majorité. Nous souhaitons, au contraire, continuer à mobiliser. Vous voulez dire, non, au contraire. Majorité, vous souhaitez une non, nous ne sommes pas euphoriques par les chiffres qui nous sont annoncés. À chaque fois qu'on nous annonce des chiffres importants, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre. Et donc vous allez sur le terrain faire campagne? Tout le temps. Tout le temps. Mais c'est vous savez, le nombre de réunions, je crois que c'était 8000 au cours de la campagne. La dynamique présidentielle, on la retrouve dans la dynamique législative. Il y a en moyenne 85 militants par candidat. C'est extraordinaire ce qui se passe sur le terrain. Jean-Paul Delevoye, c'est vous qui avez accordé les investitures La commission. Oui, vous qui présidiez la commission, pour En Marche. Et vous avez, avec la commission, choisi les 526 candidats Macron. Est-ce que vous aviez prévu la perspective d'une majorité aussi substantielle et, j'ai envie de dire, cette sorte de dynamique? Nous étions plus prudents. Dans cette dynamique présidentielle, nous avons bien vu qu'à chaque fois que le président consolidait son image, augmentait la confiance du pays en lui-même et en sa capacité de transformer le pays, nous sentions qu'il y avait un mouvement. Et dans les circonscriptions, nous avions effectivement fait un scénario, les circonscriptions imperdables, les circonscriptions ingagnables et les circonscriptions où tout était possible. Et ce classement, il bouge aujourd'hui ? Nous avons vu à chaque fois monter la vague de soutien au président Macron. Nous avions vu de plus en plus le bruit. Il faut donner une majorité au président, devenir de plus en plus forte au fur et à mesure que le président, sur le plan international, M. Trump, M. Erdogan, M. Poutine, le Premier ministre indien, on a découvert un président qui avait la dimension internationale, qui avait une espérance internationale et surtout la grandeur de la vie présidentielle. Est-ce que vous êtes surpris vous-même? Vous avez été surpris, vous, de la Commission, bien sûr, de ce mouvement? Je suis extrêmement fasciné par l'extraordinaire contrat de confiance qui pèse sur les épaules du président Macron et qui est confié. Ça veut dire que derrière, nous mesurons le poids des responsabilités. Où nous allons vers un tsunami des désillusions parce que nous n'aurons pas fait ce à quoi les Français s'attendent, ou au contraire, ce qui est notre volonté, notre détermination, nous souhaitons engager ce pays dans une réforme avec nos concitoyens. Vous attendez à une majorité substantielle, même à une majorité absolue. Est-ce que vous incluez le MoDem de François Bayrou? Vous aurez la majorité sans le MoDem?
savez, nous ne sommes pas dans les calculs. Nous, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une majorité capable de peser sur les décisions législatives. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous savez, nous sommes des gens pragmatiques et pleins de bon sens. Nous avions les faits. Vous l'avez dessiné, cette majorité, sur le papier. C'était certainement pas le calcul que nous avions. Alors, le calcul que nous avions, c'était de créer un partenariat de plus en plus élargi avec celles et ceux qui veulent contribuer à transformer le pays. Des républicains et des socialistes n'ont pas eu d'adversaire en marche contre, par exemple, Bruno Le Maire, Thierry Solère, à gauche Manuel Valls ou Myriam El Khomri. Pour vous, ils vont faire partie de votre majorité? Est-ce qu'ils vont siéger à l'Assemblée nationale avec En Marche? Qu'ils siègent en Marche ou qu'ils siègent dans leurs partis respectives, ils ont exprimé la volonté de construire une majorité de projets. C'est cela qui nous intéresse. C'est pas de nous diviser sur des artifices de conviction. On les verra avec la majorité. Mais peu importe l'étiquetage, on verra ça qu'effectivement ils sont favorables à la majorité présidentielle. Ces derniers jours, on découvre de plus en plus des candidats En Marche qui ont un passé ambigu, où on voit des histoires qui apparaissent. La dernière, ce sont les députés européens, cette fois du MoDem, qui auraient bénéficié d'assistants parlementaires qui auraient eu ou pratiqué des emplois supposés fictifs. Qu'en pensez-vous et quelle est la réaction? Qu'est-ce qui va leur arriver? Alors on peut comprendre que les électeurs soient un peu perturbés, surtout que cela arrive 48 heures avant un vote. Il faut que les électeurs soient totalement convaincu de la formidable exigence, intransigeance exprimée par le président et qui fera que toute sanction par la justice engendrera une démission. Et donc notre position à nous, elle est claire. S'il y a un casier judiciaire qui traduit la sanction du juge, la personne sera sanctionnée. Et nous devons être attentifs à ce que les médias doivent informer. Le juge doit juger. Et l'électeur doit choisir. Ne mélangeons pas les gens. Non, mais là, vous demandez une enquête pour le MoDem? Je souhaite que la transparence soit la plus totale. Vous souhaitez que la justice intervienne? Je souhaite que la lumière soit faite. À partir du moment où il y a un fait qui peut créer un doute, il faut lever ce doute. Et pour lever ce doute, il faut aller jusqu'au bout de l'enquête. Mais ça veut dire que ça peut aller jusqu'à la direction du MoDem, que même M. François Bayrou pourrait être concerné. Mais attendez, ça dépend du Parlement européen. Et si les règles n'ont pas été respectées, tous les responsables, quels qu'ils soient et quel que soit leur poste aujourd'hui en charge, sont concernés. Personne n'est épargné par l'application des principes. Même l'allié principal, François Bayrou. Mais attendez, personne n'est épargné du devoir de respecter les règles et les principes de transparence et de moralité par rapport à l'argent public, quel qu'il soit. Mais le MoDem vous dit qu'à l'époque, c'était légal. Est-ce que pour vous, le passé, c'est le passé, et on remet le compteur à zéro à partir de la loi de moralisation, et au moment où le nouveau Parlement s'installera? Alors il y a deux choses. Je crois que tout homme est capable de se racheter. Et lorsque l'on demande, moi, sur certains candidats, de dire « Ah, il y a quelques années, ils ont été condamnés, ça ne figure plus sur le casier judiciaire, vous devriez prendre une sanction ». Ma réponse est non. Tout homme, dans la philosophie politique, est capable de pouvoir se rassurer et se réinsérer. Mais... Par contre, s'il y a des règles qui sont un manquement à la morale publique, le passé peut rattraper le présent. Alors, et je ne fais pas de focalisation sur telle ou telle personne. C'est un principe général qui s'applique à tous. Avançons, Jean-Paul Delevoye. Mais alors, ces cas ont échappé à votre surveillance? Est-ce qu'ils ont obtenu l'investiture? Est-ce que c'est de votre part de l'oubli, de la négligence, de l'indulgence, de l'inadvertance? Non. Nous avons été extrêmement exigeants et, si vous voulez, dans tous les process industriels, il y a un pourcentage de risque. Sur l'ensemble des candidats que nous avons investis, à peine 1% sont aujourd'hui l'objet de révélations de caractère de violence conjugale, de paradis fiscal ou de falsification de documents administratifs. C'est quelques personnes. Qu'est-ce qui va leur arriver? Les candidatures étant déposées à la préfecture, seul le candidat a la faculté de la relever. Nous n'avons pas à prononcer une sanction puisque la justice n'a pas tranché et je ne suis pas favorable à l'expression le tribunal des électeurs. Les électeurs n'ont pas à juger, ils ont à choisir. Exemple, vous avez mentionné quelques cas ou quelques exemples. Moi aussi, je connais des cas et je ne veux pas donner de nom. Mais l'adversaire à Lyon de Najat Vallaud-Belkacem ou alors à Neuilly, Monsieur X, sa femme a porté plainte au mois d'avril pour coups et blessures, violence conjugale. Est-ce que ce monsieur qui bat sa femme peut être candidat aux couleurs d'En Marche? Il a reçu l'investiture
À partir du moment où il y a un fait, s'il est condamné par la justice, bien évidemment, si nous avions connu ces faits avant, peut-être que nous n'aurions pas donné l'investiture. Si vous aviez su, ils auraient été dégagés. Mais c'est quelques 5 personnes. Regardez au contraire les plus de 500 candidates et candidats qui aujourd'hui, alors qu'ils sont issus de la société civile, risquent d'emporter la victoire. C'est assez fascinant ce qui est en train de se passer. Et nous allons avoir à l'Assemblée nationale de nouveaux députés qui vont apporter une vision nouvelle, une réalité quotidienne, une espérance nouvelle. Dernière remarque là-dessus. Est-ce qu'il est vrai que ces derniers temps, ces derniers jours, vous avez de plus en plus d'accusations, de dénonciations ? Oui, vous savez, nous échangions il n'y a pas très longtemps avec la présidente, Madame Barbarou. C'est assez fascinant de voir qu'au fur et à mesure que l'échéance électorale arrive, je suis assailli sur mon portable, sur ma messagerie, de dénonciations, de délations, qui reflètent un caractère assez malsain de la vie politique. La démocratie, c'est la bataille des idées. Et pas le salir les hommes. Nous devons être attentifs sur le à fait ça. politique, on va arriver à la majorité. Entre les 2 tours de scrutin, est-ce que la République En Marche va pratiquer ou recommander le désistement républicain contre les extrêmes, contre un Front National, même s'il est affaibli et divisé, et contre l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon? Si vous regardez, il peut y avoir à peu près entre 60 et 70 triangulaires. Nous avons une approche pragmatique, pas dogmatique. Ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas forcément la place, c'est la puissance du report des voix. Et nous allons analyser circonscription par circonscription. Et à chaque fois que notre candidat sera en mesure de gagner, nous maintenons. S'il est en mesure de perdre, nous le retirons. Et quoi qu'il arrive, nous ne ferons rien pour faciliter l'élection du Front National. Du Front National, Jean-Luc Mélenchon, vous mettez les 2 extrêmes sur le même niveau, même sac? Nous mesurons que le premier tour de l'élection présidentielle, c'est 23%, et qu'il y a aujourd'hui une colère qui s'est exprimée. Et nous devons être attentifs, effectivement. Il y a peu de probabilité de nous retrouver en triangulaire avec les Insoumis. Alors, vous avez entendu l'autre jour ici Xavier Bertrand, il dit une majorité écrasante va arriver, et une majorité écrasante, c'est une majorité qui écrase. C'est assez fascinant. Je connais bien Xavier, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Dans les conseils régionaux, avec la loi, tous les présidents de conseils régionaux disposent d'une majorité écrasante. Il s'en plaint pas, et donc, voilà. Et donc, nous avons le sens. Le président de la République est extrêmement respectueux et bienveillant vis-à-vis de chacun. Et nous devons, plus nous serons nombreux, plus nous devons être respectueux des minorités, des différences. Et au contraire, favoriser le dialogue et le débat. Vous entendez l'argument, la majorité qui arrive sera aux ordres. Ce seront des godillots. Mais c'est vrai que des godillots, on les voit en marche, ça ne surprend pas. Je peux vous dire que pour connaître les candidats et ceux qui viennent de la société civile, ils n'ont pas été formés par les appareils. Vous savez, dans les appareils politiques, quand vous passez, il faut respecter le secrétaire général. Garde à vous. Il faut obéir à ce... Voilà. Je crois qu'au contraire, nous avons des gens de la société civile... Il n'y a pas le risque d'un parti unique ? C'est-à-dire d'un parti tellement important avec non, la République En Marche. C'est d'ailleurs l'inquiétude de Jean-Pierre Raffarin. Pas de béni, oui. Le président de la République veut imposer un changement, y compris dans les pratiques. Il faut que dans les groupes parlementaires, nous ayons le sens du débat. Personne n'est forcément d'accord. Et donc, il faut construire ce qu'il s'appelle les dissensus pour voir ce sur quoi nous pouvons être d'accord. Et en même temps, il faut que nos parlementaires soient de formidables animateurs sur le terrain pour que nos concitoyens aient la conviction qu'ils sont associés, mobilisés, responsabilisés sur l'avenir du pays. Mais vous faites appel à la société civile, c'est-à-dire à des élus et qui pratiquent différents métiers. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que le médecin vote pour ce qui concerne la santé, l'avocat pour les lois, le prof pour les réformes de M. Blanquer? Est-ce que chacun d'élus ne risque pas de défendre les intérêts de sa corporation et d'être à lui seul un lobby? Regardez, ça veut dire qu'on devrait interdire à un journaliste d'éventuellement émettre sa position sur la loi sur l'audiovisuel. Est-ce que M. Leonetti a défavorisé la loi sur la fin de vie, ou au contraire, est-ce que parce que son expérience personnelle, il ne l'a pas enrichi? Je suis absolument révolté contre ce procès en suspicion qui consiste à dire que quelqu'un qui vient de la société civile doit être interdit de travailler, de débattre et d'exprimer sa voix sur son métier. Mais nous serions même dans le contraire de ce qui vient de se passer. Dans le gouvernement actuel, nous repérons l'extraordinaire plus-value d'hommes et de femmes qui ont montré leurs compétences. Le ministre de l'Éducation est en train de marquer son territoire. Madame Perricot est en train de montrer sa compétence. Nous voyons bien que la ministre de la Culture est reconnue par tous. Celle de la Santé. Bon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment...
députés, alors, on leur a tellement dit formidable. la démocratie participative, la collaboration et délibérative, etc. C'est-à-dire qu'ils vont croire qu'ils vont se lever, intervenir, etc. Alors, il y a des règles, des disciplines. Et d'ailleurs, comment on fait la discipline avec un groupe qui aura 400 députés celui ou celle qui va les conduire, il faut qu'il ait de la poigne. C'est exactement ce que nous voulons transformer comme état d'esprit dans ce pays. Le débat, aujourd'hui, c'est un combat qui consiste à terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Le vrai débat, c'est celui qui, au contraire, fait exprimer les différences et puis se dire, à partir de ces différences, comment on concilie les extrêmes, comment on réconcilie les mémoires. C'est exactement dans la philosophie du président de la République. Et je crois que le parlementaire, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs se disent à quoi sert le député ? Eh bien, il va y avoir un renforcement du rôle du parlementaire voulu par le président de la République. 1, l'organisation de débats, y compris sur le terrain avec les citoyens. 2, l'évaluation. L'évaluation. Et l'on voit bien que le regard citoyen... à avoir des débats qui seront plus originaux, plus vivants. Évidemment, plus longs. On aura l'occasion d'en parler. Nous ne sommes plus dans une société de l'obéissance. Nous sommes dans une société de l'adhésion. Ah oui, mais quand on sera 400... mais ça ne pose pas de problème. Si mais ce que vous connaissez dans votre famille, vous ne faites plus obéir vos enfants sur un simple claquement de doigts. Mais vous êtes dans les débats permanents. Eh bien oui, alors, cette époque a changé, les pratiques doivent changer. Une des qualités constantes d'Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'il l'a depuis qu'il est président de la République, c'était d'avoir au moins un coup d'avance. Oui. À partir du 19 juin, avec votre nouvelle Assemblée, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce qu'il a prévu? Vous savez, vous êtes tous fascinés les uns et les autres par la capacité de voir la préparation d'Emmanuel Macron. On voit bien que tout a été pensé. Il avait parfaitement imaginé ce qui était en train de Donc les prochaines étapes. Et les prochaines étapes, il est déjà sur la poste législative. C'est immédiatement, d'ailleurs, vous voyez, le calendrier sur les 6 prochains mois est arrêté pour être au rendez-vous des législatives allemandes. L'on voit bien que l'installation du mouvement, pas du parti, puis en même temps les élections sénatoriales, la visée départementale, le fait que la bataille des cerveaux, le réveil de la citoyenneté est au cœur de la stabilité de notre pays. Et cela, donc pas de le président... Ça va accélérer. Si vous imaginez le président Macron faire une pause, s'il fait une pause, c'est pour réfléchir à ce qu'il convient de faire après. C'est quelqu'un qui est absolument fascinant et qui est capable d'être ce vrai animateur, mobilisateur des énergies citoyennes que nous attendons. C'est normal que vous lui rendez cet hommage. Non, mais moi je l'ai découvert. Ah ouais. Et je peux vous dire que je vois quelqu'un qui a retrouvé ce que Simone Veil, auprès du général de Gaulle, disait: les Français ont besoin de grandeur, de sacré et de symbolique. La grandeur, voilà, la grandeur de la vie présidentielle est perçue par tous. Vous avez parlé du Sénat. Est-ce que ça veut dire que vous sentez des évolutions chez les sénateurs vers En Marche? Bien sûr, bien sûr. Vous n'imaginez pas, au-delà de nos propres candidats, qui feront le groupe parlementaire. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes à droite qui ont parfaitement compris que la maturation de l'éclatement des Républicains est en marche, j'allais dire. Mais l'on voit bien qu'entre M. Wauquiez et M. Raffarin, ce n'est pas les mêmes Républicains. Et ils vont... L'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui de clarifier l'offre politique, non plus sur des calculs, des postures, mais sur des convictions. Voyons au-delà ce qui se passe à l'extérieur. On a vu tout à l'heure l'Europe avec le Brexit, les négociations qui vont commencer avec Michel Barnier à partir du 19 juin. Et aux États-Unis, il y a une mise en accusation de Donald Trump par le Sénat américain avec une intervention de l'ancien patron du FBI, retransmise par CNews d'ailleurs. On en entend un extrait pour rappeler dans quel climat de tension, qui a plu d'ailleurs à tous les Américains, le débat et l'audition se sont déroulés. Eh bien, il y a le contexte et les mots du président. Peut-être que je me trompe, mais Flynn avait été poussé à la démission le jour précédent. Et la polémique autour du général Flynn portait sur ses mensonges éventuels face au vice-président concernant ses contacts avec les Russes, concernant sa sincérité. Et donc cela avait eu lieu le jour précédent et le 14, le président a fait une référence explicite à cet élément et c'est pourquoi cela me pousse à dire qu'il voulait que j'abandonne toutes les enquêtes sur Flynn en ce qui concerne ses contacts avec les Russes. Mensonge, ingérence des Russes de M. Poutine dans l'élection américaine. On ne sait pas si Donald Trump peut être empêché, cette procédure se met en route, mais si ce n'est pas lui, c'est le vice-président et vous pensez que c'est pire? Ah oui.
Je pense qu'on connaît Trump, on ne connaît pas le vice-président Penn. Il est plus conservateur, plus exigeant, plus radical que le président Trump. En tout cas, c'est la fin du pouvoir absolu et c'est la transparence exigée par tous. C'est ce à quoi j'aspire. Vous avez de la chance, vous, le président Macron, le gouvernement Philippe et vous tous. La situation économique de la zone euro est en train de s'améliorer. On dit qu'on entre dans des périodes dorées. Il y en a qui diraient que vous avez du bol. Non, je crois qu'il y a aussi tous les efforts qui ont été faits, et c'est vrai que nous rentrons dans une période d'économie dorée pour l'Europe. Le moral des ménages est au plus haut, les investissements repartent. Il y a donc une fenêtre de tir qu'il faut absolument saisir. Et moi, je crois que les Françaises et les Français ont compris cette formidable opportunité, et c'est donc une formidable responsabilité aussi pour nous. Merci. Et dans 2 jours, dimanche, des millions de Français vont voter. Vont-ils démentir ce que dit le comte de Lampedusa? Il faut que ça change pour que rien ne change. Cette fois, vous écoutez, on a l'impression que beaucoup va changer. Tout va changer. Tout. Nouveaux visages, nouvelles pratiques, nouvelle mobilisation citoyenne et je crois nouvelle espérance pour les Français. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonne journée. Merci.